Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. On pensait que l'art n'avait pas de frontières. Eh bien, on avait tort. L'art est un fabuleux vecteur de puissance pour un pays. Les États se trouvent donc en concurrence afin d'accueillir les plus grands artistes et les plus beaux musées. Il faut dire que cette lutte est lucrative. En 2017, le marché de l'art était estimé à plus de 60 milliards de dollars. Pour en parler, je reçois Nathalie Obadia, galériste et auteure d'un livre intitulé « Géopolitique de l'art contemporain », un ouvrage publié aux éditions Le Cavalier Bleu. Bonjour Nathalie Obadia. Bonjour. Alors, je disais 63 milliards, 2018, c'est carrément 67 milliards. 67 milliards. Mais ce qui est très important, c'est que c'est squatté par les États-Unis, la Chine et la Grande-Bretagne, plus de 80%. 84%. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir que la France, c'est 7% et l'Allemagne, 2%. Comment vous expliquez un tel déséquilibre ? Et on l'explique justement depuis ce qui s'est passé depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire un transfert de savoir-faire, un transfert de notions d'avant-garde aux États-Unis, voilà, au détriment de la France, au détriment de l'Europe. Et ces États-Unis ont réussi à imposer à la fois une création artistique vraiment considérée comme très nouvelle, et ensuite ils ont réussi à construire un marché autour de ces valeurs, que sont des artistes comme Jackson Pollock ou Andy Warhol pour les plus connus. Et là où il était très important, c'est qu'une fois que ces valeurs ont été reconnues dans le pays, elles ont été aussi exportées en Allemagne notamment, enfin en RFA de l'époque, ouais, à travers des expositions très importantes comme Documenta ou à la Biennale de Venise, qui avait lieu évidemment à Venise et qui était extrêmement importante. C'était en 1964 que le premier artiste américain, Robert Rauschenberg, a réussi à avoir le Lion d'Or. Donc c'était une manière de montrer que l'Amérique avait pris la place de la création européenne. Comment elle l'a pris ? Parce qu'avant 1945, vous dites que c'est plutôt la France qui brille, c'est ça ? C'était la France qui était la terre justement de toute l'histoire de l'art, le cubisme, le surréalisme, les émigrés venant de Russie ou d'Allemagne pour des raisons la plupart du temps politiques. Donc c'était un foyer très important de création. Et puis il y avait encore des collectionneurs français, d'avant-garde. Et il y avait aussi des collectionneurs américains qui venaient en Europe ou qui étaient en tout cas très intéressés par l'art européen qui était diffusé par certains marchands aux États-Unis. Et d'une certaine manière, les États-Unis ont décidé Évidemment, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Ils ont décidé de devenir la tête de pont. Une véritable stratégie. Une véritable stratégie. En commun ? Je veux dire, avec les artistes, les collectionneurs, les galéristes et l'administration ? Alors, d'une certaine manière, oui. C'est-à-dire qu'il y avait une entente plus ou moins officieuse entre les critiques d'art, qui pour la plupart du temps étaient de formation trotskiste, et ils ne voulaient qu'une chose, c'était que le camp marxiste de l'autre côté ne gagne pas. Donc c'était un arrangement avec des collectionneurs qui étaient considérés comme des missionnaires de leur pays, des marchands aussi, comme Samuel Coutts, par exemple, qui avait une véritable volonté, quand on lit ses textes, il avait une véritable volonté d'imposer l'art américain dans son pays, mais aussi justement à l'étranger. Et puis après, parfois des aides de la CIA qui payaient des transports, pour que des tableaux de grande taille, ambitieux, puissent voyager en Allemagne et être exposés à côté d'artistes allemands, ou la manière dont ça s'est passé aussi à la Biennale de Venise, où à un moment donné, Rauschenberg a pu amener, grâce à des collectionneurs impuissants. Résistance à partir des années 70 côté allemand. Alors oui, parce que c'est ça d'ailleurs qui est très intéressant. Aujourd'hui, ces enjeux géopolitiques qu'on appelle le soft power, cette manière d'influencer de manière douce un petit peu sa position, est dominé par les États-Unis, par l'Allemagne et le Royaume-Uni. Ça se voit dans les ventes aux enchères. Ce sont les trois pays qui dominent, les trois artistes de ces pays qui dominent. Mais on s'aperçoit qu'il y a une résistance de la part de ces deux pays. C'est-à-dire qu'à la fois l'Allemagne, qui était visée par les États-Unis, et l'Angleterre, qui était un peu le cousin naturel. Voilà. Et finalement, tout en restant alliés avec le marché américain, ils ont développé leur propre scène. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Dès 1955, l'Allemagne a créé Documenta pour faire concurrence à Biennale de Venise, a créé la première foire d'art contemporain pour réunir une vingtaine de marchands qui ont montré qu'il y avait une nouvelle scène artistique à côté de ce qu'on pouvait voir aux États-Unis. Et un peu plus tard, le Royaume-Uni
au moment de l'arrivée de Thatcher, a eu cette école d'artistes disruptifs comme Damien Hirst, allié avec des collectionneurs comme Charles Saatchi, plus l'ouverture de la Tate, vous voyez, en 2000, plus de l'ouverture aussi d'une foire internationale. Donc, tout en restant alliés avec les États-Unis, ils ont montré leur différence. L'artiste, il joue ce jeu de la lutte nationaliste dans l'art ou il n'est pas conscient de ça, en fait? Alors, écoutez, en écrivant justement ce livre et en lisant de nombreux ouvrages, je dirais que, par exemple, aux États-Unis, il y a eu un laisser-faire, un laisser-dire, on va dire. Quelqu'un comme Jackson Pollock qui symbolise cette avant-garde américaine. Bon, voilà, il se laissait photographier, il se laissait... il jouait le jeu. Il jouait le jeu, Robert Rauschenberg, tout en ayant des tableaux qui étaient souvent assez critiques à l'égard des États-Unis, laissait dire que c'était aussi à la gloire des États-Unis. D'accord. Alors, aujourd'hui, la scène, c'est une scène essentiellement anglo-saxonne, vous l'avez dit. Arrive la Chine. Comme un triangle. Arrive la Chine. Elle veut jouer son rôle là-dessus, importante. Alors, je crois que la Chine, aujourd'hui, on peut faire un premier bilan, puisque depuis 1979, après les événements de 1989 avec Tiananmen, et ce qui se passe aujourd'hui avec quand même une reprise en main de la part de Xi Jinping pour tout ce qui touche du domaine culturel, on va dire que la Chine, pour le moment, ne cherche pas à être en compétition avec le soft power américain. Pas pour le moment, d'accord ? On s'aperçoit aussi que le soft power, c'est-à-dire cette manière d'influencer, ne fonctionne que si on est un modèle. Aujourd'hui, la Chine est quand même une dictature rampante. Il n'y a aucun pays autour qui a envie de ressembler à la Chine. D'accord ? Donc le modèle culturel chinois n'est pas celui. Pas un artiste étranger qui a envie de s'installer en Chine pour travailler. Et tout est fait pour que le collectionneur chinois de ce qu'on appelle mainland, de la Chine continentale, ne soit pas trop attiré par des valeurs occidentales. D'où, effectivement, des problèmes de sortie de devises, comme je l'ai dit, surveillance. Voilà, de surveillance. Donc, pour le moment, la Chine n'est pas du tout en rivalité. Enfin, les États-Unis, en tout cas, ne sont pas gênés, ou les valeurs occidentales, par la prise de pouvoir des valeurs chinoises. Autre acteur, le monde arabe. Donc, on a récemment inauguré le musée de Doha. Quel est votre regard sur ce monde arabe dans ce milieu ? Alors, plus que le musée de Doha, qui est un musée qui met en valeur l'histoire du Qatar, avec visiblement un manque, en tout cas, de contenu historique et vraiment culturel, scientifique, on va dire. C'est surtout le Louvre Abu Dhabi qui est intéressant. C'est aussi ce qu'a fait à Doha avant le musée de l'art islamique, qui a été construit par Pei. Cette capacité d'acheter des œuvres aussi. Alors, cette capacité d'acheter des œuvres, puisque effectivement le Qatar est resté et encore aujourd'hui parmi les 5 plus gros acheteurs au monde d'art contemporain et d'art contemporain occidental. C'était déjà le cas à Téhéran. C'était déjà le cas en Iran avec le régime du Shah. Il y a 2 milliards de dollars de valeur aujourd'hui d'art occidental qui avait été acheté donc, dans les années 70. Donc l'Iran, pour montrer sa modernité par rapport au monde musulman, a montré effectivement qu'elle achetait de l'art occidental. Ça s'est un petit peu retourné d'ailleurs contre elle, puisque c'était fait d'une manière un peu trop brutale. Et aujourd'hui, le Qatar, lorsqu'on va visiter le Qatar aujourd'hui, les grandes expositions sont souvent des artistes occidentaux, américains, qui sont mis à l'honneur. Américains qui sont mis à l'honneur. Voilà. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir tout ça. Donc, aujourd'hui, c'est une plateforme. On va visiter le Louvre Abu Dhabi. Effectivement, c'est l'art, le mélange entre l'art, justement, du Moyen-Orient et l'art occidental qui est mis là. Par contre, c'est aussi pour nous une grande publicité pour la France de voir le savoir-faire français du Louvre associé aux grands architectes comme Jean Nouvel se retrouver là. Mais je me dis qu'il faut faire attention parce que d'ici quelques années, le Guggenheim va ouvrir. Le Guggenheim est américain. Il a déjà ouvert une antenne à Bilbao. Et on a vu que là, il se met effectivement en avant avec l'art contemporain de son pays, en majorité. Donc, on va retrouver à Abu Dhabi, d'ici 5-6 ans, ce que l'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire, d'un côté, le Louvre, la France, avec plutôt des valeurs très classiques, et de l'autre côté, le Guggenheim qui va arriver, et pour montrer la modernité et l'art contemporain. Un mot sur un autre acteur, l'Afrique qui émerge à travers un certain nombre de ces artistes, mais pas de marché en Afrique, comme vous le dites. Alors, il y a peu de marché. On va dire qu'aujourd'hui, la scène artistique africaine, c'est en train d'un peu de changer, mais est externalisée. C'est-à-dire que les acteurs, les plus importants acteurs, ne sont pas forcément en Afrique. C'est-à-dire qu'on va retrouver les artistes, dès qu'ils réussissent assez vite,
avoir un atelier à Londres, à New York ou en France. On s'aperçoit que les grands collectionneurs d'art africain contemporain vivent à l'étranger. Je pense notamment à la collection Jean Pigozzi, des plus connus au monde, mais qui est aujourd'hui, par définition, elle est ici en Occident. Mais vous citez des pays africains qui ont de l'argent et qui achètent aussi. Hein. Alors, c'est le Maroc. Je vais parler par exemple le Maroc. Alors oui, ils achètent, mais pas suffisamment en tout cas. D'abord, ils n'ont pas de musée d'art contemporain. Aujourd'hui, qui peuvent accueillir des expositions avec des coûts très sophistiqués de transport, d'assurance. Donc ça, c'est quand même un premier souci. Et puis, il y a aussi souvent des régimes, des soubresauts politiques qui fait qu'il y a un manque de confiance sur le long terme. Par contre, l'Afrique du Sud étant un peu à part, bien sûr, l'autre pays qui essaye d'être le hub du continent, c'est le Maroc. Voilà. Il y a une volonté très claire de la part du pouvoir. D'abord, déjà, ils ont tout fait pour que la foire d'art africain 154 s'installe au Maroc, à Marrakech, alors qu'elle n'avait au départ des antennes à New York et à Londres. Ensuite, il y a effectivement la volonté du pouvoir d'acheter des artistes de la scène africaines, qui sont aussi achetées par des compagnies importantes au Maroc et qui sont ensuite exposées dans les bureaux du continent. Merci beaucoup Nathalie Obadia pour vos réponses. Je renvoie les téléspectateurs à votre livre « Géopolitique de l'art contemporain » aux éditions Cavalier Bleu. L'entretien de l'intelligence économique est terminé, mais évidemment, comme d'habitude, vous pouvez le retrouver sur france24.com. Au revoir. Le 26 mai, tous les Européens sont appelés aux urnes. À l'occasion de ce scrutin qui pourrait bouleverser le visage de l'Union européenne, France 24 se mobilise. Retrouvez nos journalistes en français, anglais, arabe et espagnol à bord du bus de l'Europe qui sillonnera les routes pour donner la parole aux Européens. Soyez au rendez-vous pour de nombreux débats exclusifs avec de grandes personnalités européennes. Et ne manquez pas chaque jour le Journal de l'Europe qui analysera et décryptera tous les enjeux de cet événement. L'Europe et les élections européennes, c'est à voir sur France 24 et france24.com.